première des choses, c'est juste des petites définitions de base, mais qui me paraissent être importantes de rappeler quand on a une salle comme ça qui est composée de professionnels et de parents, à coup sûr. Est-ce qu'il y a des parents qui sont là? Voilà, ce que j'attendais de vous, c'est que, étonnamment, on peut être à la fois parents et professionnels et parents, ce qui nous confère quand même une double compétence qui est quand même déjà pas mal. La première des choses, c'est qu'une première définition, c'est donc l'action qui vise à développer les potentialités d'un individu qui sont valorisées dans un groupe social auquel il participe. J'ai souligné les deux parties de la définition qui me paraissent intéressantes. Pourquoi? Parce que d'emblée, eh bien, on voit que dans l'éducation, il y a deux dimensions extraordinairement paradoxales et ça veut dire qu'en toute forme d'éducation, il y a ces deux dimensions paradoxales, mais qu'on a du mal toujours à identifier, voire même à gérer correctement. Je trouve intéressant de démarrer cette intervention par ces deux paradoxes. Le premier, c'est que, bien sûr, et je sais que je choque en disant ça, mais bien sûr que l'éducation a une portée normative au sens nord-américain du terme, c'est-à-dire une forme d'adaptation sociale et scolaire, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, et que l'adaptation sociale, eh bien, elle est faite de normes, de règles auxquelles nous devons nous conformer. Et donc, éduquer, c'est éduquer au conformisme. Je me modifie quiconque ici de ne pas avoir dit à son enfant tu dois dire bonjour. Mais pourquoi? S'il était libre, il serait libre de ne pas dire bonjour, de ne pas dire au revoir. Et je vais en rajouter une couche. Il est estimé que près de 70% de nos méthodes pédagogiques soient behavioristes, comportementalistes. Stimulus-réponse. Tu dis bonjour, bravo. Tu ne dis pas bonjour, je te punis. Comportementalisme. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons intégré cette dimension conformiste dans notre façon d'éduquer, d'accompagner. Mais vous comprenez bien que, évidemment, il serait gênant de s'en arrêter là. Et peut-être que c'est déjà une première frontière intéressante, puisque vous avez vu que le nom de mon intervention, l'intitulé de mon intervention, portait la question autour des frontières des territoires. Ce n'est pas anodin dans un contexte où on parle de rapport famille-école, j'y reviendrai bien sûr dans quelques instants, parce qu'il y a des frontières et il y a des territoires. Et un premier territoire aussi, c'est celles et ceux qui assument cette première fonction par rapport à celles et ceux qui peuvent s'en émanciper. Et cette seconde dimension intrinsèque à l'éducation, c'est que, évidemment, que l'éducation, elle se doit d'être émancipatrice, c'est-à-dire être capable de discuter les règles, de s'extraire en conscience des règles. Et donc, tout est dans la conscience. Il n'y a pas d'émancipation sans connaissance. On ne peut pas s'émanciper de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et cela, ça pose quand même l'importance du savoir dans une période que mon collègue Régis Mallet appelle la période de la post-vérité, ou l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire le recul du savoir et de l'omniprésence de la croyance. Il n'y a pas d'éducation sans instruction. Il n'y a pas d'éducation sans émancipation, sans capacité à s'appuyer sur la connaissance pour en créer de nouvelles. Et il n'y a aucune connaissance qui ne soit pas discutable, mais pas contestable. Vous êtes avec moi, ça va? On est en forme, là, ça va? Juste bon. Les sièges ne sont pas tout à fait épais. Je pensais qu'avec cette magnifique fiesta, je pensais qu'on serait un tout petit peu plus... Quand même, j'aurais pu mettre un peu plus de mousse. En même temps, peut-être que vous serez endormi déjà. Après mon introduction. Bien. Donc, je vais quand même accélérer. Donc, il est donc normal et légitime, si vous comprenez mon intervention initiale, qu'il y ait ces deux dimensions qui soient traitées, mais qu'elles ne soient pas traitées de façon uniforme partout et tout le temps de la même façon. Bien entendu qu'il y a des acteurs dont le rôle principal, essentiel, va être de transmettre des codes, des règles, et également de l'instruction, de la connaissance. D'autres qui vont, au contraire, être là plus pour mettre en débat, en discussion,
ces espaces-là qui sont peut-être trop contraignants dans une société qui se veut démocratique et libre. Donc la liberté, en fait, qui est quand même une de nos valeurs principales, elle s'oppose de fait à la question de ce que l'on fait de la liberté. Est-ce que vous m'entendez? La liberté seule n'a que peu d'intérêt. Elle a un intérêt à partir du moment où, lorsqu'on est libre, on sait ce qu'on veut en faire. Et on sait très bien que c'est un exercice particulièrement difficile. Au point que beaucoup réclameraient d'en avoir moins. Mais oui, nous sommes dans une ère où, de plus en plus, nos concitoyens réclament d'avoir moins de liberté, plus de cadre. Parce que c'est quand même plus confortable. Parce que c'est désagréable de ne pas savoir quoi faire chaque jour de la liberté que l'on a. Je suis enseignant-chercheur, j'ai étudié pour moi, c'est peut-être l'essentiel de mon exercice. Que faire de sa liberté quand on n'a pas conscience du monde et qu'on n'a pas conscience des capacités que l'on a? Je reviendrai dans quelques instants parce que c'est aussi un autre aspect, c'est que bien entendu, avec cette liberté, il faut aussi ce qu'on appelle maintenant, dans une certaine mesure, une forme de résilience, mais je préfère l'empowerment, c'est un terme anglo-saxon, pardon, mais la puissance que l'on a en soi. Il faut comprendre que chacun d'entre nous, nous avons des qualités, des compétences, des talents, et que si nous les mettons en œuvre, on a une petite chance de changer le monde. Petite, mais quand même. Allez, j'accélère. Je vais assez vite sur ces questions parce que je parle des spécialistes, mais quand même, il est intéressant de se dire que quand même l'éducation, elle est couverte par trois grands domaines que l'enfant traverse, mais pas nous. Nous, on les a traversés dans notre histoire, mais l'enfant, lui, le traverse quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement. Nous, on le traverse à travers lui. C'est déjà pas pareil. Il a une expertise que nous n'avons pas. Et je vous le dis en introduction, s'il vous plaît, n'oublions pas les enfants dans les dispositifs de soutien à la parentalité. Je le dis ça parce que je vais y revenir dans quelques instants. C'est de plus en plus fréquent que je vois des dispositifs qui sont en totalité faits par les parents. Et c'est très bien, ils ont le droit d'avoir des espaces, les parents ont le droit de les accompagner. Hein. Il ne s'agit pas qu'ils aient toujours les enfants, parce que ça serait un problème. Mais quand même, de temps en temps, ça vaut le coup de s'interroger sur ce que pensent et vivent les enfants de la parentalité qu'ils vivent ou qu'ils subissent. Même nous. Et donc, c'est intéressant de se dire que, finalement, les milieux de vie de l'enfant ne sont pas les milieux de vie des parents et des professionnels. Nous sommes dans un de ces cercles, et par procuration, on comprend, on devine les autres cercles. Ça, c'est un premier aspect des choses. Le deuxième, je vais être bon après, hein, avec la télécommande, il faut juste que je m'échauffe, c'est donc de voir que ces trois sphères amènent à ce qu'il y a un certain nombre de frontières et de territoires que je vais égrener très vite, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais quand même c'est intéressant, me semble-t-il, de les repérer. La première des frontières qu'on a tendance à oublier en France, c'est la frontière entre sphère privée et sphère publique. Ce n'est pas neutre du tout. Quand vous allez à l'étranger, quand vous allez dans des pays où il y a peu ou pas d'intervention publique, où il n'y a pas d'école publique, où il n'y a pas de travailleurs sociaux, où il n'y a pas de caisse d'allocation familiale, etc., etc., quand il n'y a pas de droit, je vais y revenir, il y a une frontière qui est étanche, totalement étanche, entre la sphère privée et la sphère publique. Je rappellerai juste que c'était le cas, il y a pas si longtemps, en France. Le droit de vie ou de mort dans son foyer s'est arrêté au XVIIe siècle. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais je le dis maintenant, mais le droit pour les femmes à disposer d'un compte en banque autonome, 1965, le droit pour les femmes d'exercer une profession sans l'autorisation de son mari, 1975. Ça va? Mesdames, vous ne seriez peut-être pas là si votre mari ne vous y avait pas autorisé, si nous étions en 1974.
Et là, on comprend bien que c'est intéressant que la sphère publique se préoccupe de la sphère privée. Ça va, ça? Toute la protection de l'enfance est basée sur ce principe que l'enfant n'appartient pas à ses parents, même s'il en a la responsabilité. L'enfant, en France, est un citoyen en devenir et, à ce titre-là, est un enfant de la nation. Pardon pour ce terme terrible. J'y reviendrai un peu quand on parlera de citoyenneté, parce que quand même, quand on parle de citoyenneté, une des fonctions importantes de l'éducation nationale, ça vaut le coup quand même de la situer, et à ma connaissance, elle se situe sur le plan national. Et je sais que c'est encore un peu, fois on met un peu la chair de poule quand on dit nation. On ne sait jamais, on peut glisser, hop, tomber dans le nationalisme. J'y reviendrai plus tard. Donc c'est une frontière extraordinairement importante à comprendre. Alors maintenant, si on parle de la vie quotidienne, les populations notamment qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas un environnement dans leur pays d'origine, un environnement aussi dense de la sphère publique, il va falloir leur expliquer qui vous êtes. Parce qu'un travailleur social dans un pays où il n'y a pas de travailleurs sociaux, c'est un extraterrestre. Vous comprenez, c'est quelqu'un dont on ne comprend même pas l'existence. Pour nous, ça nous paraît naturel, et nous avons tort. Vous avez compris pourquoi? Parce que si nous considérons que nous sommes naturels, nous pourrions faire de l'ingérence dans la vie privée, sans même s'en rendre compte. Et cette frontière, elle existe. Elle est plus fine, mais elle existe. Vous me suivez? On ne rentre pas dans les familles comme on rentre chez soi. Vous ne l'accepteriez pas. Et c'est impressionnant quand même de voir dans le cadre de la protection de l'enfance, même s'il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de progrès, combien des fois les exigences qui sont posées sur certaines familles, nous ne les supporterions pas. Il y a des injonctions d'ailleurs, en ce qui nous concerne, pour ce que j'ai pu repérer des personnes qui sont ici dans la salle, ce qui nous concerne, l'injonction à la participation est réversible. Est-ce que vous participez, vous, quand c'est le week-end ? Si pas trop, eh bien, exigez pas trop. Ça va, ça? Je vous avais dit des fois, je ne serai pas toujours agréable. Bon, toute éducation située sur un territoire, bien entendu, national, local, c'est très intéressant aussi la discussion du jour, parce que, bien entendu, que se pose la question de l'éducation nationale située localement dans un territoire avec des acteurs dont l'activité est plus ou moins localisée du territoire départemental pour le REAP, au territoire municipal ou de communauté de communes ou d'agglomération pour certains d'entre vous. Et donc on voit bien que de fait, il y a une forme de localisation ou multiple de l'éducation. Et c'est très intéressant de se poser la question des cohérences et des incohérences entre les différentes strates territoriales et bien entendu les questions d'équité ou d'iniquité, d'égalité ou d'inégalité entre les territoires. Et là je sais qu'en Vendée, bien entendu, se pose la question de l'accès aux services publics et à l'éducation partout sur le territoire, alors que nous sommes en zone rurale. Moi-même, il a été annoncé que j'étais à Bordeaux, ce qui est vrai, mais j'ai fait le choix de monter un projet qui s'appelle Campus des Alliances éducatives à Périgueux, et donc Périgord. Je pense que nous avons des caractéristiques territoriales assez proches. Ce serait une des raisons pour lesquelles j'ai envie de venir vous voir et vous écouter tout à l'heure. Il y a aussi des enjeux dans le temps long, historique, culturel, à des échelles plus réduites, médianes, à l'échelle d'une génération pour moi, le temps moyen, et à l'échelle du temps court. Il y a des différences de perception selon l'âge que nous avons, mais vous allez voir dans quelques instants qu'il y a des grandes écarts de perception dans notre propre pays à 50 ans de distance, à 100 ans de distance, à 50 ans de distance, et vous allez voir qu'il y a quand même des interrogations. L'histoire peut nous éclairer aussi sur le présent un peu plus tard. Donc je viendrai un peu plus tard. Il y a les questions physiques, donc je vous l'ai dit, voilà, le lieu physiquement où s'exerce l'éducation, à la maison, à l'école, dans le périscolaire, dans les crèches, de garderies, etc. Ce sont des espaces extraordinairement intéressants et importants. Et puis il y a cette question institutionnelle qui est très française. Il y a beaucoup de choses qui sont très françaises, hein, vous allez voir dans mon intervention, et puis je vais essayer de vous dire
dire que des fois on fait bien et des fois on fait moins bien. Hein, il faut quand même se le dire. Mais par exemple, nous nous définissons en permanence par notre diplôme et par le lieu, enfin l'institution dans laquelle nous travaillons. C'est-à-dire que nous ne nous définissons pas par le service que nous rendons. Or, les familles, elles, se fichent globalement pas mal de savoir si vous avez eu un bac plus 3, un bac plus 2, si vous êtes éducatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants, si vous êtes... Ce qui les intéresse, c'est aussi si vous êtes capable de répondre à leurs attentes. Et il est intéressant d'estomper quand même ces diplômes, surtout comme moi, quand je les ai eus il y a quand même maintenant un certain temps. Hein. Je ne suis pas certain que ce qui me définisse le plus, ce soit mes études. Vous voyez, il s'est passé une bonne centaine d'années maintenant. Il est temps que je ne me définisse plus par mes diplômes. Il me semble-t-il. Et puis l'enfant, et tout comme l'ensemble des acteurs, évolue où sont influencés par plusieurs milieux qu'on appelle les microsystèmes chez Bronfenbrenner. Alors vous allez voir, il y a assez peu de références théoriques dans Mediaporama, mais je transmettrai toutes les références hein, pour éviter d'alourdir la présentation. Mais c'est ceux qui le souhaitent, je pourrais vous donner, bien entendu, l'ensemble des références théoriques qui sont derrière. Donc la famille, l'école et les acteurs du temps. Donc coopérer, agir ensemble, coéduquer nécessite d'identifier, de comprendre ces différents territoires, ces différentes frontières. Et je vous engage donc, si vous avez l'occasion de le faire, aujourd'hui ou dans les semaines et les mois qui viennent, à discuter et à réfléchir à ces questions, parce qu'elles me semblent assez fondamentales, parce qu'on ne peut pas travailler avec les autres si on ne sait pas à quel moment on est chez soi, à quel moment on est chez le voisin. Vous voyez et donc c'est assez intéressant quand même de se poser cette question. Je vais vous donner quelques trucs. Et notamment, un truc qui me paraît fondamentalement intéressant, c'est de ne pas donc parler de l'endroit où nous nous situons, mais parler à partir des besoins de l'enfant. Je vais proposer un petit schéma, parce que là, de fait, comme nous sommes à peu près tous là pour répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, on peut se retrouver très facilement et réfléchir à finalement qui répond le mieux aux besoins de l'enfant, qui est le meilleur ou les meilleures actrices pour agir, pour y répondre. Alors, je vais assez vite sur cette diapo. On a dit 11 heures et après un quart d'heure de débat, c'est ça? C'est à peu près ça. Donc je suis bien là. Enfin, vous n'en savez rien. Moi, je sais que je suis pardon, c'est vrai. Je m'interroge pour savoir si je suis dans mon rythme, mais vous n'en savez rien. Et moi, je crois que je ne suis pas trop mal, mais je vais peut-être accélérer. Je vais m'adapter à la... pardon, je vous ai mis mal à la Julie. Je ne le ferai plus jamais. Alors, la question qui se pose, si on prend le premier milieu, la famille, d'abord, je pense qu'il est temps de parler des familles et pas de la famille, parce que, de fait, il y a une grande évolution dans les formes et configurations familiales. Alors, je suis en Vendée, il faut que je fasse attention, mais je vais quand même... J'ai le droit de rigoler un peu. Non, mais je rigole qu'à moitié, parce que dans l'ouest de la France et en Alsace, c'est très impressionnant lorsque vous interrogez les familles, donc pas les professionnels, ni les élus, ni les anciens élus, les familles, la définition de la famille est beaucoup plus située à l'ouest et en Alsace que dans le reste de la France. Donc il y a une perception des valeurs, des cultures liées à la famille qui est différente. Ça, c'est très objectif. Mais il n'empêche que dans la réalité, il y a des familles. Et il faut peut-être que je vous en parle un petit peu. Depuis, il y a une évolution des formes et configurations familiales très nettes, très fortes, sur le temps court, sur le plan de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons vu évoluer de façon très forte les formes et configurations familiales à partir des années 60 et principalement après les années 70. On parle toujours de 68, ce qui est bien entendu un événement important qui situe aussi une forme de libéralisation des mœurs et qui a amené toute une série de bonnes choses, dont la liberté des femmes et la liberté des enfants et la liberté des uns et des autres, il ne faut pas l'oublier, et en même temps toute une série d'autres éléments qui seront sans doute mis en question. Mais c'était en fait un long continuum que je ne vais pas pouvoir vous expliquer maintenant, mais quand même, comme je vais vous en reparler à travers l'école, je vais un peu vous en parler maintenant parce que j'ai envie. En fait, si nous partons du temps assez long, parce que je vous parlais de Ferry tout à l'heure, 1880,
80-82, etc. Ça va être très important pour expliquer la question de la relation famille-école. Mais parlons des familles dans un premier temps. Nous sommes en 1870, c'est la guerre franco-prussienne. Juste avant, je vais aller vite, hein, parce que sinon je vais vous ennuyer. Mais c'est très important parce qu'il y a une conjonction d'événements autour de cette période de 1870 qui est très oubliée, en fait, dont on a finalement assez peu analysé les ressorts. Mais nous sortons vraiment d'une longue période d'instabilité depuis 1789. On a connu 2 empires, 2 républiques. La République, la Troisième République est à peine instaurée. Et nous rentrons en guerre avec les Prussiens, 1870-71, une guerre éclair, on se fait ratatiner. En quelques jours, nous sommes pliés et la France se retrouve dans une situation en instabilité internationale, en instabilité nationale, et c'est quand même les prémices, le terreau des guerres de 14-18 et de 39-45 qui vont venir. On a souvent oublié cela. Mais, donc je vais assez vite, mais à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses en 1870 jusqu'en 1900. Allons jusqu'en 1905. J'irai plus vite après quand on parlera de l'école. Mais il y a cette nécessité d'instaurer la République, d'installer la République, qui n'est pas gagnée, puisque les bonapartistes veulent reprendre le pouvoir et les royalistes sont toujours présents. La France n'est pas encore la France. Vous m'entendez? Et partout, y compris en Vendée, on parle le patois. On ne parle pas le français. L'école de la République naît difficilement, en 1830 un petit peu, mais gérée essentiellement par les catholiques, par les religieux, et après 1870, les lois Ferry, 1883-84, ça a pris beaucoup de temps, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, l'État et la République ne sont pas installés en France dans cette période, alors que nous sommes en pleine guerre et en pleine révolution industrielle, entre 2 révolutions industrielles en réalité, puisque la première révolution industrielle, celle du charbon, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, elle a déjà eu lieu, et beaucoup d'enfants et de gens d'origine modeste sont dans les mines. Donc la révolution industrielle avec l'automobile et la mécanisation, ce sera quelques années plus tard, mais nous avons déjà connu la première révolution industrielle. Donc la France est dans un état d'éclatement extrêmement grand, instabilité extrêmement grande, pauvreté extrêmement grande, violence extrêmement grande. Ça vous parle? Des valeurs discutées, contestées. Ça vous parle? Voilà pourquoi je voulais vous parler de cette période-là. Parce que, à ce moment-là, et là aussi, comme ça j'irai plus vite, il faut quand même se rendre compte que les premières lois de protection de l'enfance datent de 1830, 1840. L'interdiction des enfants de moins de 8 ans de travailler. Seule loi. Ensuite, nous arrivons en 1841, pardon. Les enfants pas le droit de travailler quand ils ont moins de 8 ans, pardon. Et puis après, il y a, je vous donne ça pour que vous ayez quand même ces éléments à l'esprit, en 1884, les enfants de moins de 12 ans. Et ensuite, il faut attendre 1900 pour avoir les premières lois où les femmes et les enfants ne peuvent travailler que 10 heures par jour. 1906, jour de repos. Donc tout ce que je viens de dire avant, c'est 7 jours sur 7. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'en 1890, la loi sur l'interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans, c'était pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc ça ne marchait pas pour notamment les familles, des enfants qui travaillent dans la famille. Donc c'est-à-dire à peu près tout l'artisanat et surtout le secteur primaire, l'agriculture qui était majoritairement, évidemment, la plus développée dans nos régions. Et ce que je veux vous dire, c'est que le droit de l'enfant, le droit des femmes, est très récent chez nous, ça c'est la première chose, est très fragile à l'échelle de l'humanité. Si vous regardez à travers le monde, la protection dont nous bénéficions, il y a à peine 15%, 18% des pays dans le monde qui ont cette protection, tu l'as, et c'est réversible.
c'est réversible. Nous devons veiller à ne pas perdre le droit. Et je pense particulièrement aux droits des femmes et aux droits des enfants. Parce qu'évidemment, quand il y a des pertes de droits, c'est toujours les plus faibles, hein, c'est plus fragile. Alors, je ne dis pas que vous êtes faible, mais je sais très bien que ce n'est pas le cas. Je dis simplement que c'est plus facile de contester ces droits. J'y reviendrai sur beaucoup de sujets. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, toujours. On est toujours à peu près bien. Oui. D'accord. Je n'indispose personne. Vous n'y arrivez pas, je vais continuer. Donc, ce temps long-là, 1870, 1914, des gueules cassées, beaucoup d'hommes meurent à la guerre. C'est une première étape, j'ai fait vraiment de l'accélération forte, hein, mais c'est une première étape extraordinairement importante qu'on a toujours sous-évaluée, parce que les femmes prennent en charge le travail des hommes, ils sont morts, ou ils sont invalides. Mais elles le font très peu dans l'espace public, entre 1918 et 1939, mais elles le font quand même parce qu'elles vont gérer les exploitations agricoles, elles vont travailler, elles vont avoir les revenus du foyer, et donc elles seront encore beaucoup au domicile, mais elles vont commencer à avoir des activités qui ne sont pas domiciliaires. Est-ce que ça va? Elles vont avoir des activités qui ne sont pas que des activités de soins de leur domicile. Elles vont être utiles à leur famille et elles vont ramener le mammouth. Elles vont ramener l'argent, les moyens pour faire vivre leur foyer. Dès 1918-19, avec des quantités de témoignages extraordinaires de conflits familiaux, quand les hommes revenaient de la guerre, ils voulaient reprendre leur place, mais les femmes, elles ne voulaient pas. Elles avaient occupé un rôle important. Il y a des textes, il y a des femmes fortes, des écrivains, des poètes, des poétesses qui ont écrit des textes magnifiques expliquant cela. Dès 1914, 15, 16, 18, 19, on sentait déjà qu'il y avait une volonté, une absolue désir de liberté des femmes et des enfants. Et puis ça s'est un peu étouffé. Et puis en 1939, là, c'est l'effort de guerre. Et là, les femmes, elles sont mobilisées pour l'effort de guerre de la résistance, dans les usines d'armement, principalement, pour aussi subvenir aux besoins et de leur famille et de la nation. Et là, elles ont un rôle sociétal, pas un rôle domiciliaire économique seulement pour leur famille, mais elles ont un rôle sociétal essentiel. Ce qui, vous le savez, amènera ensuite le droit de vote, 1944-45, suffragettes, et tout le mouvement, ensuite, libéralisation des femmes qui ont permis toutes les conquêtes que l'on connaît aujourd'hui et toutes les discussions qu'il y a sur ces libertés, malgré tout. Et ça, c'est un temps extraordinairement court. Est-ce que vous me suivez? C'est extraordinairement court. Et donc, je ne voulais pas partir d'ici sans vous le dire. Voilà, il faut faire attention à ça, il faut porter cela, il faut défendre ça. C'est extraordinairement important. Et puis dans la même séquence, plus tardive, donc 1970 et suivante, eh bien, on apprend à se séparer. Je parle des couples. Puisqu'on en a le droit. Je rappelle que le divorce, par consentement mutuel, arrive en 1973. Avant, il fallait prouver que l'un ou l'autre avait fauté, mais généralement, c'était quand même plus facile pour l'homme de montrer que la femme avait fauté quand même. Je dis parce que il y a aussi toutes les dimensions judiciaires, les décisions judiciaires étaient très favorables aux hommes jusqu'aux années 70 et ont commencé à être différentes depuis. Et puis donc, sont nées donc d'abord les séparations massives, par exemple l'Espagne qui a eu. Ça y est, il faut que je m'en aille. J'espère que je ne vous ennuie pas trop avec l'histoire, parce que je suis parti. Je crois que de ma vie, je n'aurais jamais suivi un PowerPoint correctement. Oui, donc quand même j'arrive à ce premier trait, les formes de configuration familiale. Donc effectivement, en 1970, commencent à apparaître les divorces, puis les unions hors mariage, elles vont démarrer dès les années 60, mais elles sont de plus en plus admises. Je parle admises par la société, mais pas dans la société, d'abord avant tout les familles. Et ça, c'est intéressant aussi de dire que quand même la société, c'est d'abord avant tout les familles. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la société, c'est nos gouvernants ou les institutions. Hein,
les citoyens français influent considérablement sur les orientations. Et heureusement que parfois, d'ailleurs, nos gouvernants se sont opposés à la volonté du peuple. Je pense à l'avortement, au droit à l'avortement, à la peine de mort, par exemple, où vous savez que les Françaises et les Français n'y étaient pas favorables. Il y a des moments où les élus ont eu le courage de s'opposer à la volonté du peuple, mais la plupart du temps, quand même, c'est nous qui changeons, évoluons et poussons nos gouvernants à orienter leur politique. Ça a été le cas dans les années 70, mais ça a donné aussi lieu, par exemple, à la reconnaissance des familles monoparentales, qui sont aujourd'hui statutairement reconnues. Mais je rappelle que c'est très récent, dans les années 80. Que les premières orientations nationales et le soutien de la CAF, dans les parents isolés, sont apparus. Avant, quand les femmes se retrouvaient avec leurs enfants, elles n'étaient pas aidées. Elles n'étaient pas aidées parce que la société n'admettait pas le principe de la monoparentalité et de la séparation, parce qu'elle n'admettait pas le divorce et la séparation. On était une femme seule, et quand on était une femme seule, une mère seule encore plus, on avait extraordinairement beaucoup de mal à évoluer dans la société. On était mal vu, très mal vu. C'est il y a 30 ans, il y a 3 siècles. Hein. Donc tout cela a évolué de façon importante, rapide, partout en Occident. Hein, ça c'est une marque occidentale, pas que nationale. C'est couplé aussi au vieillissement, c'est-à-dire de la population, lié d'abord au baby-boom, aux enfants d'après-guerre qui vieillissent, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi le fait que nous faisons de moins en moins d'enfants. Donc c'était aussi un facteur européen, le continent européen et le pays où nous faisons le moins d'enfants. Nous étions champions européens jusqu'à peu, avec l'Irlande, c'est-à-dire même si nous faisions peu d'enfants, on faisait quand même pas mal. Et ça, ce n'est pas du tout la politique nataliste de la France n'est pas étrangère, le soutien de la caisse d'allocation familiale, les aides publiques, les crèches, les garderies, l'école gratuite, tout ça participe. Par exemple aux États-Unis, vous savez que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a une baisse très forte de la démographie parce que les Américains ne veulent pas choisir lequel des deux enfants fera des études supérieures. Parce qu'une année globalement d'études supérieures aux États-Unis, je ne parle pas des 10 universités les plus élitistes, je parle des universités moyennes, c'est autour de $20 000 l'année. Donc, ce qui veut dire que si vous faites 5 ans d'études, un master ici, il faut emprunter 100 000 € pour pouvoir faire ces études, si vous y réussissez, bien entendu. Hein, donc, il y a beaucoup de familles américaines qui décident de ne faire qu'un seul enfant parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer 200 ou 300 000 ou 400 000 € d'études pour leurs enfants. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons beaucoup de chance, mais on n'en mesure absolument pas l'ampleur. Et que c'est quand même aussi important, me semble-t-il, que vous ayez ces éléments. Pour ça, je me permets de vous les glisser rapidement, mais ça vaut le coup que, bien entendu, après vous alliez plus loin si ça vous intéresse. Parce que c'est important de transmettre cela aussi à nos concitoyens. Enfin, je veux dire qu'ils aient la perception juste de tout ce qui est fait pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils nous soient redevables, mais c'est important quand même de comprendre ça. Hein, c'est important. Je pense même que c'est nécessaire. Tout vous dire. C'est pour ça que j'y ai passé un peu de temps. Donc, aujourd'hui, 25% de familles monoparentales, entre 15 et 17% de familles dites recomposées. Donc, ce qui veut dire donc, que les familles nucléaires, les familles qu'on appelle traditionnelles, où les deux parents et les enfants vivent sous le même toit, restent la famille dominante en France. Parce que des fois, on entend l'inverse. Non, quand même près de 70% des familles qui restent des familles nucléaires. Mais 25% des familles sont monoparentales aujourd'hui, et ça a augmenté, c'était autour de un peu en dessous de 10%, on doit être à 12 ou 13% de familles recomposées. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain. Et ça, c'est un autre aspect que je voudrais évoquer avec vous, c'est qu'en fait, on ne sait rien. Ce qui est important que nous retenions de ce que je dis, c'est que nous sommes dans un monde tellement mouvant, tellement changeant, qu'on doit absolument se méfier de ce que l'on croit savoir. Ça bouge tout le temps. Je ne vous en donner qu'un seul exemple. Je vous ai dit que donc il y avait eu une augmentation très importante des familles monoparentales et dans une moindre mesure des familles recomposées. Il faut savoir que les hommes recomposent 3 fois plus vite que les femmes. Mais même cela, je pense que c'est plus juste. Pourquoi
Alors, c'est parce que là, vous êtes très belle, donc on ne résiste pas. Voilà, c'est comme ça. Non, je plaisante. Évidemment. Mais je plaisante qu'à moitié, parce que les hommes sont plus libres en réalité, puisque vous savez qu'en France, 83-84% des familles monoparentales ont les femmes comme chefs de famille. Donc de fait, les hommes sont seuls, et donc ils ont plus de liberté personnelle. Après, je n'ai pas les statistiques des personnes qui partent avant de partir. Bref, mais pourquoi je suis un peu sérieux quand je vous dis ça, parce que là, c'était un trait d'humour qui n'a pas fait rire, donc il faut que je fasse très attention à des blagues genrées. Mais ce qui n'est pas genré, c'est que le temps de latence entre le moment où la séparation a eu lieu et le moment où on recompose a été beaucoup plus long pour les femmes que pour les hommes, à la fois parce qu'elles sont charge de famille, mais aussi parce que, de leur dire même, il y a des recherches qui ont été menées, j'en ai mené également, et bien que, premièrement, elles souhaitent se donner du temps, plus de temps. Manifestement, les séparations ont plus d'impact chez les femmes que chez les hommes, et en tout cas, elles apprennent peut-être de leur première erreur, elles n'ont pas envie d'en commettre une deuxième trop vite. Ça, c'est de l'interprétation. Mais ce qui n'est pas de l'interprétation, c'est que les enfants, dans les années 90, 2000, 2010, étaient assez âgés au moment de la séparation, proches d'être adultes. Et que les femmes disaient, en gros, moi je préfère mettre entre parenthèses ma vie de femme pour ne pas avoir imposé un homme qui n'est pas leur père aux enfants. C'était ce que l'on entendait le plus dans les années 2010, 2012, 2015. Mais aujourd'hui, l'âge de survenue de la séparation est beaucoup plus tôt, moins de 10 ans. Ce qui veut dire que on peut émettre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les femmes mettront peut-être moins entre parenthèses leur vie de femme compte tenu de la durée, avant que les enfants quittent potentiellement le foyer. C'est une hypothèse. Et qu'elles aient aussi, et ça c'est un autre aspect des choses, besoin de deux revenus dans le foyer pour pouvoir survivre. Parce qu'on ne doit pas oublier cet aspect-là des choses, c'est que, évidemment, il est beaucoup plus difficile de vivre seul que de vivre à deux. Donc il pourrait y avoir aussi d'autres formes de mise en couple. Et n'oublions pas aussi que, historiquement, on se mettait en couple pour survivre économiquement. Se mettre en couple sur la base de l'amour et le bonheur est daté des années 60, 70, 80. Extraordinairement récent. Donc cette dimension économique n'est pas négligeable. Donc une évolution importante. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne sait pas comment ça va évoluer parce que sur le plan, cette fois-ci personnel, eh bien les enfants devenus adultes aujourd'hui ont vécu, peut-être subi la monoparentalité ou la séparation de leurs parents. Comment peut-on connaître ou savoir quelles vont être leurs stratégies conjugales? Quel mode de mise en couple il va y avoir? Quel type de fondation de relation ils vont avoir? La seule chose que l'on sait, c'est que beaucoup de jeunes disent de ne pas vouloir faire d'enfants compte tenu du monde tel qu'il est. D'où le message que j'ai passé en introduction sur le fait qu'il est quand même important de dire que le pire n'est jamais certain et que quand même il est important que nous ayons foi en l'avenir. Pour des tas de raisons, il est important que nous portions, nous éducateurs, ce discours. Ouais, parce que ça pose aussi la question fondamentalement, finalement, de ce que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'attribution interne-externe, ou locus of control en psychologie, c'est-à-dire que quand on n'a pas de prise sur les événements, évidemment, ce soit là pour l'éducation, pour les enfants, si les enfants pensent qu'ils sont nuls, eh bien, ils ne feront aucun effort puisqu'ils sont nuls. D'accord? Si on leur donne donc une attribution dite stable, tu es nul, toujours et tout le temps, eh bien, on leur donne aucun espoir un jour de ne plus l'être. Par contre, si on situe, donc ça devient instable, si on situe l'attribution, tu as été mauvais dans telle et telle circonstance, tu n'as pas été à la hauteur dans telle et telle circonstance, c'est dans ces circonstances-là, il peut changer les circonstances pour que ça change. C'est exactement, me semble-t-il, ce que l'on peut appliquer à l'humanité, c'est-à-dire que si on considère qu'effectivement le monde est foutu, c'est une question de temps, c'est pas du tout la même chose que de dire qu'aujourd'hui et maintenant la situation est difficile et que nous pouvons, donc si nous mobilisons, la changer. Mais la perception qu'ont les familles, me semble-t-il, parce qu'ils sont matraqués dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Pour ça, pardon, sur ce long développement qui a peut-être pris la moitié de mon intervention,
Mais c'était, il me semble-t-il, très important que je situe tout cela. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire autour des alliances pour ouvrir des perspectives. Parce que créer des alliances, pour créer des alliances, vous voyez, créer du partenariat pour créer du partenariat, il faut se donner un horizon. Et l'horizon, c'est quand même de dire aux gens que, ensemble, nous pouvons changer les situations, changer la situation de son enfant, changer la situation de l'école, changer la situation de notre société, faire en sorte que nous vivions mieux, qu'il y ait plus de bien-être. Bref, nous pouvons infléchir la situation. Je vous assure, je pense vraiment que c'est le cœur du sujet. Si nous n'arrivons pas à convaincre les enfants, les jeunes, les adultes, les jeunes couples qu'on peut infléchir la situation, nous allons souffrir parce que nous allons tous les jours nous poser la question du sens de notre action. Nous devons donner ce sens. Donc, ça va pour les familles. Donc, les familles sont dans une situation d'instabilité. Et la question que j'avais affichée, c'est la famille est-elle en crise? C'est pas anodin, on pourrait dire c'est un débat de philosophie, un débat de café. Pas tout à fait, pour la même raison que ce que je viens d'évoquer. Parce que la crise, une crise, elle se définit par son intensité et sa rapidité. Quand on a une crise de fièvre, ça survient très vite, c'est très fort, et puis ça s'arrête. D'accord? Et généralement, quand on a une crise de fièvre, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que ça passe. Vous entendez ce que je suis en train de dire? On attend que ça passe. Mais, si ce n'est pas une crise, mais une mutation, si notre société n'est pas en crise, mais est en train de muter, de changer, alors il ne faut pas qu'on attende de revenir à l'état initial. Parce qu'il n'y aura pas d'état, on ne reviendra pas à l'état initial. Et c'est quand même très important aussi d'interroger ça de façon générale, c'est de se dire que peut-être effectivement notre société, notre monde évolue, et si possible on va essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Et que donc, il ne faut pas qu'on s'attende à revenir aux années 70, aux années 2000, aux années 2010, aux années 30, j'en sais rien. Non. L'avenir nous appartient, le passé est une référence, mais il ne peut pas être la référence. Je vous glisse comme réflexion, mais c'est quand même important de se poser la question si finalement on n'est pas tous en attente que finalement, en faisant le dos rond, que la crise de 2007 économique finisse ses effets, que la crise de Covid et l'impact sur les familles s'arrête, que la crise mondiale s'arrête, que finalement le coût de l'énergie s'arrête, etc. C'est peut-être qu'on est en train toujours d'attendre que finalement tout ça s'arrête, que l'essence ne coûte plus 2 €, comme si un jour on pensait, quelqu'un peut penser sérieusement qu'elle va revenir à 1 € ou à 1,10 € ou à 1,20 €. On sait très bien que non, mais on attend quand même que ça puisse arriver. Et bien peut-être qu'il y a intérêt à se dire que ça n'arrivera pas et que donc il faut se projeter dans un monde nouveau et accompagner les gens dans un monde nouveau. Et ça veut dire aussi que vous, qui êtes attributaire d'éclairer, se poser la question de quel est ce monde vers lequel nous voulons que les gens aillent. Et là, ça ouvre un débat citoyen, un débat extrêmement riche et important sur ce que doit devenir notre pays. Merci. C'est ça. Enfin, je dis merci, je sais pas si ça marche. Merci, super. Donc, comme on est sur les rapports famille-école, on rentre dans le cœur du sujet, mais j'ai déjà beaucoup évoqué deux choses. Je vous ai parlé, et je vais reprendre un peu cette dimension historique, beaucoup plus rapidement, pour revenir encore, cette fois-ci, donc, au XIXe siècle. D'abord, quand même des mouvements complexes qui c'est trop lent d'expliquer, mais je rappelle qu'il n'y a pas d'éducation nationale avant les lois Ferry. D'ailleurs, Ferry était ministre de l'instruction publique, il n'était pas ministre de l'éducation nationale, de l'instruction publique, et sous la pression multiple des républicains en particulier, mais aussi de mouvements comme la Ligue de l'enseignement, Massé, un peu plus tôt, qu'une trentaine d'années précédentes, les débuts des mouvements d'éducation populaire, qui ont bien entendu plutôt ensuite jailli au début du XXe siècle, mais il y a des mouvements extrêmement forts pour pousser les élus, dont Ferry, à porter cette loi donc de l'école publique obligatoire et laïque. Public, obligatoire, laïque, c'est les trois termes qui seront consacrés dans un... Et gratuite, enfin bien sûr, et gratuite, c'est très important. Et évidemment, merci de me reprendre. Donc cela, c'est quand même très très important parce que ça déclenche plusieurs choses. La première, je rappelle que nous ne sommes pas encore en 1905, nous sommes en 1880, 80, 82, et donc il n'y a pas encore la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Donc l'Église est très puissante encore, et pour l'essentiel gère l'éducation et l'instruction dans les écoles qui sont pour l'essentiel les écoles confessionnelles, même s'il y a des écoles publiques qui pointent à l'horizon. La loi donc Ferry est très importante parce qu'elle institue, j'y reviendrai, elle institue l'école donc gratuite, obligatoire et laïque pour l'ensemble des enfants. Elle l'institue, j'y reviendrai, mais ça prendra du temps parce qu'il faut construire des écoles, il faut former des enseignants, 30 000 enseignants à former, et c'est la création des écoles normales qui prendra même du temps, et il y aura une petite dizaine d'années pour qu'il y ait une école normale par département et que les enseignants puissent être formés et assurés. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, voilà ce que je veux vous dire, et c'est ce qui est singulier à la France, c'est que l'école de la République s'est conçue, s'est bâtie finalement contre beaucoup de nos concitoyens. C'est une réalité historique. Les enfants, à l'époque, travaillaient, donc étaient des sources de revenus. Les familles qui avaient des enfants étaient des familles qui avaient une chance d'être plus riches que d'autres, parce que chaque enfant qui survivait était des bras qui pouvaient travailler au champ pour l'essentiel, parce qu'on était plutôt sur une économie primaire, agricole, mais pour aussi des questions industrielles, parce qu'on commençait à avoir des enfants qui allaient aux mines à ce moment-là, et puis très vite, ensuite, on va aller dans les ateliers de manufacture quand les usines vont se développer. Et donc, il faut comprendre que l'école républicaine, elle s'est bâtie contre les bonapartistes, contre les royalistes, mais contre une partie importante de la population qui ne comprenait pas pourquoi ces républicains venaient imposer l'école dans les campagnes, là où on parlait, et le français, parce que à ce moment-là, pour l'essentiel, dans les campagnes, on parlait pas français. Donc l'école républicaine, elle a dû s'imposer à la France, s'imposer aux Français. Vous me suivez? Et c'est pas rien ça, parce que évidemment que tout cela culturellement c'est très ancré, ça a duré des décennies. Cette dimension-là. Il y a eu d'ailleurs la quantité d'anecdotes, d'aménagements, parce qu'évidemment au printemps, quand il y avait les foins, voilà, les enseignants, ils laissaient un peu filer à l'obligation, vous voyez, parce qu'il fallait trouver des aménagements. On en parlait tous les deux quand on partait dans les villages. Il y avait souvent que le maire, le curé et l'enseignant, et puis on essayait de trouver quelques aménagements pour que ça fonctionne, vous voyez, parce que c'était compliqué de mener à bien tout cela. Mais si on regarde les choses aujourd'hui, avec tout le mal ou le bien qu'on peut penser de l'école, eh bien, cette dimension d'école républicaine, elle est extraordinairement importante. Au moins aussi importante qu'elle l'était en 1881-82. Quel serait notre pays sans les hussards noirs de la République? C'est quand même une question extraordinairement importante, parce que les hussards noirs de la République, c'était ces instituteurs chargés d'instituer la République dans les territoires. Donc ils étaient appelés comme ça parce qu'ils avaient une redingote noire avec une casquette noire. Ils étaient formés dans les écoles normales qui étaient des internats, des jeunes de 15 à 18 ans qui allaient en internat, et ils étaient formés, c'était des militaires en fait, mais des militaires de l'éducation. Ils s'étaient formés, mais comme des militants, vraiment des militants de l'éducation nationale, chargés d'instruire les populations, pour qu'ils puissent avoir, vous voyez, former des citoyens qui allaient donc voter, parce que la démocratie s'imposait, et voter non pas pour les bonapartistes, non pas pour le royalisme, mais voter pour la République. Vous m'entendez? Former les citoyens pour qu'ils puissent défendre les institutions. Eh bien ça, excusez-moi de vous dire qu'il me semble que c'est très actuel. Que cette question-là, la question c'est comment? Quelle est la citoyenneté d'aujourd'hui? Quelle est la nation d'aujourd'hui? Quelle valeur va porter la nation française? Tout cela, bien entendu, c'est discuté, discutable et doit être discuté. Mais fondamentalement, est-ce que les valeurs que porte la République française, est-ce que ce que nous portons n'est rien? Est-ce que la question de qu'est-ce que doit faire l'éducation nationale sur ces questions-là est anecdotique? Est-ce que l'éducation nationale doit se résumer à l'instruction? C'est comme ça, une question clé. Et si l'éducation nationale ne le fait pas, qui le fera? Quelle est l'institution? Quelle est l'organisation à une échelle territoriale nationale qui serait capable de fixer un cap? C'est quand même des questions que, étrangement, nous ne nous posons jamais.
Et moi, quand on parle des rapports famille-école, il me semble que là, on y est. On y est totalement. Seulement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'école, l'éducation nationale, elle n'est pas très malléable puisqu'elle est nationale. Est-ce que vous me suivez? Elle ne peut pas à la fois fixer un cap national avec des règles de citoyenneté et aménager ses règles localement en fonction des souhaits des parents. Il ne faut pas lui demander de faire ce pourquoi elle n'est pas conçue. Ce n'est pas son rôle premier. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de relation famille-école. Mais ça veut dire que nous ne pouvons pas importer, par exemple, des modèles anglo-saxons, québécois, par exemple, sur la place de la communauté à l'école. L'éducation au Canada est à peine fédérale. D'accord? C'est-à-dire que le Québec, par exemple, a beaucoup de liberté, mais chaque école à l'intérieur du Québec a beaucoup de liberté, et chaque programme est différent. La Suisse est pareil, la Belgique est pareil. Ça ne veut pas dire que ce soit des modèles spécifiques. Et souvent, j'en ai parlé, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, mais quand on parle par exemple du Québec, on les regarde avec admiration, mais il faut aller au Québec. Hein. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ceux qui viennent au Québec, c'est les meilleurs, donc ils sont fantastiques. Et c'est incontestable. Ils ont des innovations pédagogiques, sociales, éducatives qui sont remarquables. Et si vous allez dans la direction du vieillissement, pour ceux qui s'intéressent aussi au vieillissement, ils font des choses tout à fait remarquables. Mais si vous allez au Québec, ce n'est pas la majorité. Il y a plein d'endroits où vous avez des vieux qui meurent dans des conditions bien plus insupportables qu'en France. Il y a des écoles qui dysfonctionnent gravement parce qu'il y a plus de liberté territoriale et que la liberté, certains s'en servent pour faire des choses exceptionnelles et d'autres s'en servent pour faire n'importe quoi. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que, me semble-t-il, vous pourriez débattre et échanger aujourd'hui parce que ce n'est pas l'école française, n'est pas l'école espagnole, italienne, etc. Nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons une trajectoire, encore une fois, qui peut être discutée. Encore faut-il que, comme je vous disais tout à l'heure, la discuter en conscience, avec l'éclairage historique, avec ce qu'est notre pays. Moi, j'ai tendance à dire que notre pays, c'est comme des universitaires, ce sont des troupeaux de chats. C'est-à-dire, les chats, vous mettez beaucoup de temps à essayer de les réunir, et dès que vous allez le tourner, ils filent. Dans la communauté universitaire, c'est exactement pareil. Vous avez peu de temps à rassembler les universitaires, discuter, etc. Vous allez le tourner, ils ont filé dans leur recherche réciproque. Et les Français, dans une certaine mesure, on est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup être ensemble, mais dès qu'on a le tourné, on est en désaccord. Et c'est pas facile, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas simple du tout de privilégier l'intérêt général, l'intérêt particulier, de faire en sorte de réfléchir à ce qu'est l'intérêt général, de concevoir l'intérêt général en commun. Tout ça, ça implique de se désintéresser un peu de soi pour s'intéresser aux autres. Ça, c'est quand même pas naturel. Et c'est naturel nulle part, à part que dans d'autres pays, c'est valorisé. Aux États-Unis, ben oui, ce qui est valorisé, c'est d'abord la réussite personnelle et individuelle. Ce ne sont pas nos valeurs. Et pourtant, c'est quand même très compliqué aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus individualiste, d'essayer de dégager des trajectoires collectives. Et c'est cela vos missions, c'est extraordinairement passionnant, extraordinairement difficile. Bon. Allez, tout ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, parce qu'il ne me reste pas de temps, peu de temps, mais je veux juste vous faire montrer ces deux schémas très rapidement. C'est très très schématique, mais c'est quand même important parce que ça permet de situer quelle est la place de l'école dans l'éducation. Là, on est sur un calcul assez précis, même si les grandes masses sont discutables, sur le temps passé à l'école versus le temps passé hors l'école et le temps passé en classe. C'est un calcul assez simple, très enthousiaste, hein, parce que j'ai considéré qu'un enfant dormait 10 heures par jour, ce qui est quand même très extraordinairement enthousiaste. Mais je suis parti quand même de cette base. Donc ça veut dire qu'il a 14 heures de temps éveillé, hors de 14 heures éveillé, vous multipliez ça par 7 jours, vous multipliez ça par 365 jours, vous le rapportez au nombre d'heures de classe, et vous avez le nombre d'heures de classe. L'enfant passe donc 34% de son temps éveillé en classe. Et entre 45 et 63% à l'école, suivant s'il arrive à 7h30 et part à 18h, ou s'il arrive à l'heure de la classe et il part juste après. J'ai compté quand même à chaque fois la pause méridienne à l'intérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas compté les enfants qui partaient et qui revenaient de l'école. D'accord ? Donc ça vous donne quand même une idée
sans doute un peu différente de la perception que l'on a. Si on a l'impression que les enfants ils sont toujours à l'école, eh bien non, et toujours en classe, mais non, ils sont que 34% de leur temps en classe, en période scolaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le deuxième. Cela, c'est le temps passé en classe sur une année pleine, vacances scolaires comprises. Et là, l'enfant passe 17% de son temps éveillé en classe. Et les dernières recherches ont démontré que les enfants du primaire passaient 18,3% devant des écrans. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un enfant aujourd'hui du primaire passe plus de temps sur une année pleine devant un écran que devant un enseignant. Et ça, c'est quand même aussi pour dire que, me semble-t-il, on demande des fois trop ou pas assez à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un rapport toujours complexe à l'école, comme je l'ai expliqué à titre individuel et collectif, mais mon hypothèse, sur laquelle je travaille en créant un campus des agences éducatives à Périgueux, c'est de considérer que les inégalités se forgent bien plus en dehors de l'école que dans l'école, pour les raisons qui sont affichées ici. Ça ne veut pas dire que l'école ne doit pas jouer un rôle pour résorber les inégalités, ça ne veut pas dire que l'école ne manque pas dans ce devoir-là. C'est vrai qu'on voit que les inégalités ne sont pas compensées par l'école, de moins en moins compensées par l'école. Donc l'école doit faire mieux de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un enseignant qui voit un enfant de 17% de son temps éveillé de régler les 83 autres pourcents? Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, d'une part, et c'est cela que je voulais vous dire, pour l'immense majorité d'entre vous, si je ne me trompe pas, vous agissez dans le gros cercle vert, là. Et vous voyez l'importance que vous avez. Et vous comprenez pourquoi je voulais venir vous voir. Parce que vous avez un rôle capital, extraordinairement important. Agir là, sur le temps libre, qui n'est pas toujours libre, quand on n'a pas un peu de moyens, quand on est dans des conditions difficiles, quand on subit la pauvreté, quelle est la liberté? Quand on a un capital culturel et social faible, quand on n'a pas été soi-même éduqué, quand on a un rapport complexe au territoire, quand on ne connaît pas l'environnement, ben comment on fait pour être libre? Vous voyez? Et donc, le rôle émancipateur, il doit bien entendu avoir lieu à l'école, mais il doit d'abord avoir lieu là, dans le temps libre, dans ce temps qui peut être pauvre ou riche de rencontres, d'échanges, de débats, de confrontations de points de vue, d'éclairages multiples. Mais c'est extraordinaire tout ce qui peut être fait dans cet environnement-là, pour peu qu'on se coordonne, pour peu qu'on se rencontre, et ça va être le sens global de mon intervention du jour. C'est extraordinaire la chance que vous avez de pouvoir influer l'existence des gens, sur des enfants en particulier, mais des familles, parce que ce sont les familles qui pilotent le temps libre. Bien sûr qu'à l'intérieur de ça, on va retrouver le soutien à la parentalité, etc. Mais c'est dans ce temps-là que les parents, vous pouvez les aider, non seulement à agir, mais à mettre en lien eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience que l'enfant doit pouvoir aller dans les centres de loisirs, dans les activités sportives, culturelles, se déplacer, aller en colonie de vacances, parce que oui, c'est un gros, grave problème qu'il n'y ait plus ou de moins en moins de séjours longs. On profite des séjours courts à la journée, parce que les enfants ne vivent pas la même chose. On ne peut pas vivre ensemble sans jamais se côtoyer. Il n'est pas possible d'imaginer se connaître si on ne passe jamais une nuit ensemble. On tout vient tout à l'heure, bien entendu. Et les colonies de vacances, ces séjours longs offrent cette possibilité-là. Je voulais aussi vous dire, je pense que c'est important de réhabiliter l'extrascolaire. C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est ces moments où on a de l'animation en dehors de l'école et avec des temps qui sont totalement hors instruction, mais où on apprend beaucoup. Et donc là, il vous reste presque rien. Je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que pour vous rassembler ou ouvrir les débats, il me semble qu'il y a un angle qui est intéressant, c'est de partir
non pas de ce que vous êtes, de ce que vous faites, du territoire dans lequel vous agissez, mais peut-être des besoins de l'enfant, parce que ça peut nous réunir et ça va éclairer aussi sur les frontières, les territoires que j'ai évoqués tout à l'heure. Je vous ai présenté là, mais de façon très sommaire, un modèle qui s'appelle le modèle des 12 besoins de Jean-Pierre Portois et Guy Desmé, qui sont belges, et il y a quantité de littérature, je pourrais vous en donner autant que vous voulez, sur les besoins de l'enfant. Là, l'avantage, c'est que je vous en ai cerné les 4 premiers, parce qu'ils permettent peut-être d'appuyer mon raisonnement. Le premier, ce sont les besoins affectifs. On peut considérer, bien entendu, que les besoins affectifs trouvent réponse au sein de la famille. Mais au sein de la famille, c'est la meilleure comme la pire des choses. Il y a des enfants qui n'ont pas, malheureusement, de famille aimante avec une sécurisation affective suffisante. Donc c'est naturellement la famille, mais ce n'est pas que la famille qui peut répondre à ces besoins affectifs. Je pose donc juste après la question de où est-ce que les enfants peuvent trouver ce lien affectif si ce n'est pas dans la famille. Et encore une fois, ça c'est valable pour la petite enfance, parce que j'ai plutôt centré mon propos sur le primaire et la petite enfance, mais il va de soi que plus l'enfant grandit, et plus il faut qu'il y ait des figures d'attachement qui ne soient pas uniquement dans son foyer. Donc bien sûr qu'il faut aussi aider les parents à accepter l'idée que les enfants puissent aimer d'autres qu'eux. Les besoins cognitifs, eh bien, les besoins d'apprentissage, si vous préférez. Évidemment que l'école est déterminante. Imaginons un monde sans école, il suffit de dire cela aux parents pour que peut-être tout d'un coup ils se disent « Ah bah c'est quand même pas si mal ». Et on a vécu ça avec le Covid. Ils ont très vite oublié, je suis surprenant, mais quand même. Et les besoins cognitifs aussi, on peut apprendre autrement. Et donc tous les mouvements d'éducation populaire, tous les mouvements aussi d'animation peuvent porter aussi une autre façon d'apprendre. Il n'y a pas qu'une façon d'apprendre et il n'y a pas que des connaissances académiques aussi à maîtriser. Donc tout le champ aussi dit de la socialisation, qui est le troisième aspect, est important. Mais là aussi, hyper vite, parce que je ne vais pas empiéter sur la table ronde tout à l'heure et vous ennuyer excessivement, mais la socialisation est elle-même le pire et la meilleure des choses. Il y a des pays où on socialise les enfants à faire la guerre. D'accord ? Il y a des écoles qui n'éclairent pas, qui enferment. Donc la socialisation, c'est un outil qui est nécessaire au développement de l'enfant, mais encore faut-il que justement il se fasse dans un cadre émancipateur et pas dans un cadre normatif. La socialisation peut être normative, si elle est émancipatrice, elle est extraordinaire, si elle est normative, elle est dangereuse. Vous voyez que la socialisation normative doit être suivie. Et puis les besoins de valeur dont on ne parle plus depuis 30 ans, puis ils se réinvitent naturellement. C'est que on n'est pas toujours d'accord et qu'il peut y avoir des confrontations extrêmement fortes entre les valeurs individuelles et familiales et les valeurs sociétales, entre ce que nous portons collectivement et ce qui est porté individuellement, et que cela, ça nécessite débat, parce que est-ce qu'on doit aménager cela, ou est-ce qu'on doit au contraire imposer? Eh bien, c'est la discussion, c'est pour ça que je me suis permis de reparler le travail de Ferry et du ministère de la République. Le choix qu'il a fait à l'époque, c'est d'imposer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis dans les valeurs, dans l'espace public. Il doit y avoir des compromis, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre, je suis simplement là pour vous dire que c'est important d'en parler. Et ne pas faire comme si c'était évident. Parce que ça ne l'est pas pour les familles. Certainement pas pour les familles. Et donc éduquer est une œuvre collective, c'est un point évident, et donc je vais m'arrêter, pour laisser de place quand même aux échanges, je crois qu'on a 10 minutes encore pour les échanges, sur une proposition de définition du soutien à la parentalité que je vous propose. J'en suis l'auteur. S'il vous plaît, vous pouvez me faire tomber dans l'escalier tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des escaliers. Je ne comprends pas beaucoup de... Ce que je veux vous dire, c'est qu'en France, c'est pas qu'en France, en Europe, lorsqu'on parle de soutien à la parentalité, on se réfère systématiquement à aider les parents dans leur rôle de parents sur le plan éducatif. Et beaucoup des actions sont tournées vers cette dimension-là des fonctions éducatives. Aider les parents dans leur relation à l'enfant, dans leur échange, dans l'autorité, dans les temps de vie, dans le sommeil, dans la gestion des écrans, etc. Donc, qu'on pourrait considérer les fonctions éducatives parentales. Et bien entendu, c'était intéressant de le faire. Alors pour l'anecdote, la première conférence que j'ai donnée, c'était il y a très longtemps. Vous l'avez compris, cheveux un peu blancs, enfin pour ceux qui sont encore là. J'avais fait une conférence où le titre c'était être parent s'apprend.
c'est ma première conférence d'universitaire, et je me suis fait siffler au titre. Au titre. C'est intéressant de voir comment les choses ont évolué donc, en une trentaine d'années. Au titre, notre parents s'en prend, ça m'a tellement choqué à l'époque que la salle avait sifflé au titre. J'étais jeune, ça m'avait fait le cuir, comme on dit. Moi, ce que je propose, c'est autre chose. C'est de considérer le soutien à la parentalité comme toute action, dispositif qui vise à aider et accompagner les parents et les familles dans leur rôle. Peut-être qu'en lisant cela, vous ne voyez pas la différence, ou peu la différence. Et en fait, elle est énorme. Parce que par exemple, l'école, c'est du soutien à la parentalité. Si vous avez compris le lien entre les besoins de l'enfant et les réponses aux besoins. Parce que dans les pays où il n'y a pas d'école, les parents, ils sont seuls face à l'instruction de leurs enfants. Et comment ils répondent aux besoins d'apprentissage quand eux-mêmes, ils sont limités dans leurs connaissances? Mais même quand on ne l'est pas, moi, je ne veux pas ouvrir de bilan, mais quand ma fille devait apprendre la division, je lui ai expliqué, mais je lui ai expliqué avec la façon dont on m'avait appris. Elle a eu 2. Donc, j'arrête sur l'anecdote, mais je peux vous dire qu'elle a retardé la fois où elle m'a demandé conseil. Parce qu'on n'avait pas la même méthode d'apprentissage. La division était juste, mais ce n'était pas la façon de le faire qui était différente. Ce que je veux vous dire, c'est que les soins, et on vit dans un pays où on a, même si je suis bien placé pour savoir que l'accès aux soins est de plus en plus compliqué, mais on a quand même un pays où on a accès aux soins globalement gratuitement. Donc on ne se pose pas la question, mais dans les pays où il n'y a pas de soins, quand vous allez en Afrique où il n'y a pas d'électricité, donc où on ne peut pas conserver les vaccins, et où les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés, parce qu'il n'y a pas d'électricité, on est dans un rapport à la mort, un rapport au danger, qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous pouvons même imaginer. Vous voyez, mais si ça, c'est pas du soutien à la parentalité, quand on peut voir un médecin, un pédiatre, quand votre enfant est tout rouge avec des plaques, toute la PMI, la protection maternelle infantile, tout ça, c'est quand même extraordinaire. Et si c'est pas du soutien à la parentalité. Ce que je veux vous dire, c'est que votre rôle, pour celles et ceux qui travaillent à l'accompagnement de la parentalité, dans le cadre du REA, c'est bien entendu de proposer des dispositifs d'accompagnement des parents. La première définition, je ne l'écarte pas. Mais c'est aussi de travailler à la mise en lien, vous voyez, à l'explicitation de ce qui peut aider les parents à être rassurés dans leur rôle, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur la santé, ils peuvent s'appuyer sur l'école, s'appuyer sur les centres de loisirs, sur les crèches et les garderies. Bref, ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition de leur rôle de parents pour les soutenir, les accompagner, etc. C'est valable, je parlais des familles monoparentales, mais je crois qu'il est très important de développer des dispositifs de répit, comme pour les aidants naturels des personnes âgées, de telle sorte que ces femmes puissent aussi s'occuper d'elles-mêmes, parce que ça leur permettra d'abord de pouvoir s'épanouir, et puis ensuite de pouvoir s'occuper sans doute de façon plus sereine de leur foyer, parce qu'elles auront eu la possibilité d'être aidées. Vous voyez, tous ces dispositifs-là, ce n'est pas des dispositifs d'intervention directe, d'apprentissage à être parents, vous voyez, c'est créer les conditions pour que les parents puissent être plus entourés, plus aidés, etc. Et c'est ma conclusion de la conclusion de la conclusion. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les parents qui ont besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, nous avons besoin d'aide, parce que le monde est compliqué, parce que les solutions ne sont pas évidentes, parce que je sais que j'ai plus essayé d'élucider des questions qu'apporter des réponses. Parce que les réponses, il faut les trouver collectivement, d'où les alliances éducatives. Les alliances éducatives, le principe, c'est pas de savoir ce qu'on a à faire et de le faire, c'est de discuter et d'échanger pour qu'on puisse ensemble essayer de trouver des solutions. Et la distinction que je fais entre la coéducation et les alliances éducatives est de taille. La coéducation sous-entend de co-construire, de co-élaborer, de co-gérer, de co-évaluer, tout ensemble. Et pour moi, ça n'a tout simplement pas de sens parce que ce n'est pas opérationnalisable. Et on ne peut pas le faire, en fait, dans la vraie vie. En revanche, les alliances éducatives, être capable de se mettre d'accord sur l'essentiel et de travailler ensemble sur ce qui est en commun et respecter les autres dans ce qui est différent, me paraît être une voie beaucoup plus facile, mais beaucoup plus porteuse d'avenir parce qu'opérationnelle. Moi, je ne rentre pas dans la classe parce que c'est la fonction de l'enseignant d'enseigner.
Par contre, je suis bien content qu'il soit là et je soutiens la démarche de l'école parce qu'elle permet d'instruire, et que chacun puisse trouver sa place qui est en commun. Il y a beaucoup de choses en commun dont il faut discuter. Et puis après, il faut laisser chacun exercer leur talent, leurs compétences librement. Donc les alliances éducatives, c'est d'abord et avant tout se connaître et se reconnaître. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de vous connaître mieux et de vous reconnaître, c'est-à-dire vous respecter, vous apprécier et considérer que sans les uns et les autres, vous pouvez peu ou rien. Merci pour votre attention, en espérant ne pas avoir été trop pénible.